nous attendons encore quelques Oui, invités. on peut attendre 2-3 minutes. On est à 4 heures pile. Je vais donc inviter toutes les personnes venant à cette conférence à rentrer dans notre salle. Je vais peut-être, si vous en êtes d'accord, fermer les portes pour que nous ne soyons pas importunés par l'extérieur. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à l'Académie des sciences d'Outre-mer pour une conférence du général Dominique Delord à l'occasion de la parution de son livre 2031, Les batailles de la présidente. Aujourd'hui même, l'auteur présentera la démarche qu'il a conduite à écrire en 2030, la guerre du retour, en retenant l'option d'une Europe fédérale, puis en 2024-2031, les batailles de la présidente, ouvrage que vous pourrez vous faire dédicacer sitôt après la conférence, en retenant l'option d'une France nationaliste. Ceci dans un contexte international où s'affirment des puissances hostiles à l'Occident. La conférence sera suivie d'une séance de signature du livre par l'auteur. Je voudrais, à cette occasion, vous dire que notre académie, en dehors de ces séances statutaires qui ont lieu tous les vendredis autour de thématiques d'actualité, cette année plutôt orientée autour de la question de la globalisation et de ses limites, eh bien notre académie a l'habitude également d'ouvrir ses portes pour des séances d'actualité qui ont lieu le jeudi après-midi, aux mêmes heures que nos séances statutaires, c'est-à-dire de 15h à 18h, et également de donner la parole à des auteurs qui peuvent être des auteurs extérieurs, mais qui, bien entendu, sont souvent des membres de l'Académie et des membres éminents, comme l'est le général Delord, dont je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler la très brillante carrière et combien nous avons été heureux ici de l'accueillir au sein de la deuxième section, alors que j'étais encore le président de cette section et avant de prendre les fonctions qui sont les miennes tout de suite. Général, la parole est à vous. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, pour votre cordialité et l'amabilité de vos propos qui vont devenir légendaires bientôt. Et vous démarrez, donc on va attendre encore un peu. Mais ceci dit, merci également à vous toutes et tous d'être venus pour cette présentation de ces deux ouvrages en fait, mais principalement le dernier, 2031, les batailles de la présidente. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que la situation mondiale est mauvaise et qu'elle se détériore régulièrement et que l'actualité de tous les jours fait remarquer que les conflits deviennent beaucoup plus âpres, que ce soit en Ukraine avec l'invasion de ce pays par la Russie, un conflit haute intensité, un conflit industriel, un conflit où le problème des ressources humaines se pose, un conflit où la haute technologie est présente, mais aussi les volumes, la masse, et qui est aussi bien sûr la remise en cause complète de l'ordre international qui avait été mis en place en 1945, puis ensuite à dislocation de l'Union soviétique,
ce qu'on avait pu en tirer dans le respect des frontières des nouveaux pays indépendants. Donc c'est une remise en cause profonde, et c'est en fait un affrontement qui n'est pas uniquement cantonné à cette partie de l'Europe orientale, puisque d'une part il y a tout le volet des sanctions, il y a la radicalisation de groupes qui sont plus ou moins favorables, et d'autre part on voit qu'on s'inscrit dans une durée où, une fois encore, ceux qui sont le mieux placés pour augmenter ou diminuer la durée de son conflit restent les États-Unis et la Chine, puisque l'un soutient assez massivement, et en tout cas vient de reprendre son soutien à l'Ukraine, et l'autre soutient beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer la Russie dans son action. Le deuxième grand pôle d'intérêt, si je veux dire, de conflit en ce moment, c'est bien entendu Israël et le Hamas, avec des complications, pour ne pas dire autre chose, majeures, avec bien sûr ce qui se passe en mer Rouge, avec les houthistes qui attaquent les bâtiments commerciaux qui passent en mer Rouge en direction du canal de Suez, et puis toute la tension forte avec le Hezbollah au Liban, et bien entendu la grande attaque de début avril de l'Iran, avec ce match inédit, avec 350 drones, missiles de croisière, missiles balistiques, qui ont été interceptés à 99% par l'ensemble israélien, américain, plus un peu de britannique et de français. Inédit aussi parce que cette grande bataille aérienne défensive a fait 0 mort des deux côtés. C'est quand même assez ahurissant. Et puis une bataille qui change les coûts des engagements, puisqu'en une nuit, il y a eu plus d'1 milliard de missiles tirés par les Israéliens et les Américains pour assurer la défense, et sans doute 200 à 300 millions dépensés par les Iraniens dans leur attaque. Alors, la disproportion simplement s'explique par le fait que les intercepteurs sont toujours plus chers que les missiles que l'on envoie. Évidemment, on remarque ces événements-là, mais il se passe bien d'autres éléments importants dans le monde en ce moment, en République démocratique du Congo, bien sûr, avec ce conflit en Kivu qui n'en finit pas, ce Soudan qui se divise, on pourrait citer les conflits récurrents en Somalie ou dans le Sahel avec l'avancée des différentes mouvances islamistes. Et puis, bien entendu, il est important de souligner une fois encore les tensions montantes dans le Pacifique. Pacifique qui s'annonce aussi bien pour les Chinois que pour les Américains comme étant le lac à gagner. Le lac qui était principalement américain est maintenant, là encore, une zone de contestation. Donc on voit qu'actuellement, on peut commenter. Alors, c'est un peu ce que je fais de temps en temps quand on m'invite, et quand je suis là, c'est évidemment on commente le présent. On explique, voilà, ce qu'on pense, et ce qu'on pense à moyen terme, à 2 mois, à 3 mois, en reprenant ce qui s'est passé depuis 2 mois, savoir si les Ukrainiens vont pouvoir arrêter les Russes, si les Russes seront capables d'avancer un peu plus, etc. Et si Rafah sera attaqué ou pas attaqué, si on finira par libérer les otages vivants et morts, etc., etc. On commente le présent et le futur proche. Ce qui m'avait apparu, en tout cas vers 2020, c'est que je venais d'écrire quelques petits bouquins sur mes mémoires d'actions passées, d'actions réalisées, déjà faisant un peu partie de l'histoire, en tout cas de la mienne, donc c'était des mémoires. Mais j'avais été frappé par le fait que je ne trouvais pas beaucoup de réflexion à moyen terme. Il y a bien sûr quelques instituts stratégiques qui parlaient de ce que serait la Chine vers 2030, les Américains l'annonçant comme une grande puissance, annonçaient ça aux alentours de 2000.
Mais pas grand-chose. Et en tout cas, la plupart des livres sortants n'apportaient pas d'éléments. Le deuxième point qui m'a amené à me lancer dans l'écriture de ces deux livres, c'est que je me suis dit que je pourrais parler de la situation de notre pays. Mais j'étais un peu mal à l'aise. Enfin, chacun peut avoir son idée, mais enfin, je me voyais mal faire le tour d'horizon des différents piliers qui soutiennent notre société parce qu'ils ne sont pas en bon état et que même si, disons qu'on peut être pessimiste. Alors je me dis, écrire un bouquin pessimiste, que vont dire mes enfants, mes petits-enfants? Ils vont trouver que je suis un peu un vieux machin et que globalement, d'accord, c'était mieux avant, mais bon. Je me suis dit, il serait beaucoup plus intéressant de réfléchir un peu plus loin. Dire pourquoi nous, dans les démocraties, on a de la peine, parce que notre système ne nous permet pas toujours d'imaginer à long terme, à la différence des empires où on a une vision, souvent fausse, mais enfin on a une vision. Là, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de réfléchir quelle pourrait être la situation de la France après 2030. Après 2030, alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Et là, je me suis dit qu'il y avait trois grandes voies possibles. Trois grandes voies possibles. La première, il n'y a pas d'ordre particulier, mais enfin je la cite en premier, c'est celle sur laquelle j'ai rien écrit. C'est un engagement français carrément sous la couverture américaine. Sous la couverture américaine, pour avoir compte tenu de la faiblesse de nos moyens probables et de la montée en puissance d'autres groupes de nations aux environs de 2030, les Français, en tout cas les gouvernants, auraient choisi de se mettre carrément sous l'aile des Américains, qui auraient été d'ailleurs ravis de regrouper un maximum de pays démocratiques dans le cadre d'une grande vision globale de la sécurité mondiale au moment où ils sont contestés par les Chinois. Donc on pourrait voir ça. Évidemment, ça comporte un inconvénient majeur pour nous Français, c'est-à-dire que notre autonomie stratégique disparaît, puisque globalement, on confie les responsabilités de c'est une divergence profonde. On sortirait évidemment de ce qui a été la vision gaullienne, complètement, on sort. Évidemment, le général de Gaulle fera 3 tours dans sa tombe à Colombey, mais les Français de 2030-2040 vivraient dans une province, entre guillemets, je choque un peu, une province américano-européenne, disons, dans une forme d'alliance démocratique au moment où montent des... Alors, cette voie-là, je ne l'ai pas poursuivie, mais je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je la maintiens. Et puis, il y en a deux autres. Celle qui a fait l'objet de mon premier livre, 2030, la guerre de retour. En fait, le titre exact, au moment où je l'écrivais, en 2020 et 2021, c'était la guerre en Europe. Mais au moment où j'apportais mon manuscrit à l'éditeur, c'était le début du conflit et de l'attaque des Russes. Alors, on a dit, bon, on va mettre la guerre de retour, parce que l'idée de la guerre de retour, ça voulait dire aussi qu'on avait bien la guerre en 2022, mais ça ne voulait pas dire qu'elle n'allait pas revenir en 2030. Il faut arrêter de voir immédiatement à très court terme, il faut essayer de voir à long terme, la guerre risquait de revenir. Alors, là, c'est un présupposé qui a fait pas mal parler, qui est fondé sur le fait que les Européens, en tout cas quelques gouvernants européens, estiment que les États-Unis d'Amérique se désintéressent de l'Europe, considèrent que les Européens doivent prendre une plus grande part à leur défense, qu'eux-mêmes ont des grands soucis avec justement cette montée chinoise, et que l'essentiel de leurs moyens et de leur volonté, de leur capacité, est maintenant orienté face au Pacifique. Quant aux Européens, ça ne veut pas dire que le temps disparaîtra, mais les Européens doivent se débrouiller. Et les Européens prennent conscience
de cela, donc j'écrivais ça en 2020-2021. 2021, souvenez-vous, c'est le retrait catastrophique des Américains d'Afghanistan. Catastrophique quand même. Où là on voyait que quand ils décident de s'en aller, ils s'en vont, et puis si tout est cassé derrière, ben, tout est cassé. Hein. Donc les Européens se disent on ne peut pas continuer comme ça. C'est amusant parce que ça fait un peu écho avec des propos que vous avez entendus la semaine dernière. On ne peut pas continuer comme ça, et donc il faut que les Européens... Alors, c'est un présupposé d'ouvrage, évidemment, c'est de dire les Européens, c'est pas n'importe lesquels, c'est quelques nations cadres qui vont se réunir et préparer une nouvelle charte d'un État fédéral. Alors, je m'inspire beaucoup d'abord de certaines réflexions. Vous me direz, les citations, c'est toujours le problème. Le problème des citations, c'est qu'on choisit toujours celles qui vont bien. Mais enfin, il y a un certain nombre de citations de De Gaulle sur le XXIe siècle, aussi bien concernant la Chine que concernant l'Europe. Et puis, plus récent, les propos de Valéry Giscard d'Estaing dans son mémoire d'Europa. Donc, une construction européenne. Et je place en 2030 le début d'une fédération qui a à faire face à un certain nombre de conflits pour tester ce que je connais mieux quand même, c'est les problèmes de défense et les problèmes des rapports politico-militaires. De tester un certain nombre de scénarios, tester cette relation politico-militaire et globalement en tirer des conclusions. Sachant que, alors peut-être c'est peut-être un peu plus difficile à intégrer, c'est qu'il faut avoir en permanence en tête que nos adversaires potentiels ont, eux, une stratégie. C'est-à-dire que c'est pas, nous appliquons pas, nous développons pas notre propre stratégie, nous la développons face à d'autres gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et donc, dans les scénarios que j'ai retenus, il y a un scénario où les Chinois sont présents, un autre où les Turcs sont présents, parce que je pense qu'ils font partie des impérialismes qui seront là. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter Erdogan régulièrement, on voit que la volonté impérialiste est bien là, et donc ils font partie des gens qui vont interférer dans les années qui viennent. Je pourrais répondre à des questions éventuellement sur ce sujet, parce que je suis récurrent sur ces deux menaces que l'on retrouve dans le cadre de scénarios différents, mais quand même pas si différents que ça, entre 2030 et 2031 concernant les Chinois et les Turcs. Et puis, il y a évidemment l'islam. L'islam, parce qu'il y a une poussée, en tout cas, d'un certain nombre de mouvements islamistes très puissants. Bon, on le voit actuellement avec les particularismes du Hamas ou du Hezbollah, mais dans le Sahel, il en existe différents mouvements, parfois opposés d'ailleurs, mais qui peuvent concourir au même résultat. Et donc on voit que c'est une dimension aussi très présente parce que le mouvement est en expansion, parce que la démographie de cette région-là est en expansion, et donc assez logiquement, les idées nourries par une forte démographie, et des problèmes climatiques et des problèmes de ressources amènent les ensembles à bouger. Et donc on aura, degré ou pas degré, ou de force, on aura des mouvements très importants aussi liés à la poussée islamiste. Cette poussée islamiste, évidemment, je n'ai pas repris le problème du Moyen-Orient, mais ça pourrait l'être, mais je l'ai resitué en Afrique. Et là, on se retrouve donc en 2030 avec ces poussées-là et une jeune fédération. Alors, une jeune fédération, pourquoi? Parce que vous avez tous entendu, dans le cadre de vos écoutes, c'est que toujours ce problème de la construction de la défense européenne. La défense européenne, on dit, on va continuer à faire des programmes, des exercices, etc., etc. Et on y arrivera, on construira la défense européenne par le bas. Pour avoir écouté des camarades qui défendent cette thèse depuis 30 ans, et avoir vu les résultats, pourtant des gens intelligents, travailleurs, etc., liés avec les gens d'armement, avec les diplomates, etc., et ils n'arrivent pas à avancer
rapidement. Ils avancent, mais très lentement. Je pense qu'on est là en train d'avoir l'affrontement entre les deux visions, top-down et bottom-up. Top-down, c'est la vision politique, c'est-à-dire une fédération avec la réalisation d'une autorité politique capable de donner des missions. Et ce que je montre dans 2030, c'est que dès lors qu'il y a une autorité politique capable de fixer des missions à un commandement européen, avec des capacités différentes, mais des capacités européennes, le système fonctionne. Peut-être pas parfaitement, mais il fonctionne. Donc on a là un élément important favorisant complètement le fonctionnement. Donc 2030 est articulé comme cela. Donc cet ouvrage écrit, il a rencontré un intérêt, en tout cas pour les lecteurs. Rentrez mesdames, je vous en prie. Rentrez. C'est mon épouse. Hein. Donc cet ouvrage a rencontré un peu de scepticisme parce que la vision européenne fédérale est quand même abordée avec les plus grandes pincettes, à juste titre, parce qu'on ne peut pas avoir, nous, Français, même certains d'entre nous, certains responsables politiques ne peuvent pas avoir une vision fédérale tout seul. Il faut que la vision fédérale parte de différents pays simultanément, que ce soit, je pensais aux Espagnols, aux Italiens, aux Allemands, on voit qu'on en est loin actuellement. Et bien entendu que cette vision-là, elle ne viendra que s'il y a simultanément des hommes politiques qui vont dans le même sens. Notre président s'en approche, mais il a raison de ne pas employer le terme, parce que ça serait catastrophique, ça tuerait encore plus l'idée. Possibilité, espoir, parce que tout à l'heure je parlais des générations qui nous suivent, il faut qu'ils aient un espoir quand même. On ne peut pas, en se basant uniquement sur les chiffres de dette, de développement ou de sous-développement qui atteignent l'Europe et aussi la France, amener beaucoup d'espoir. L'Europe fédérale est à mon sens un élément qui apporte de l'espoir, qui amène une prise de risque commune, qui amène un certain renoncement, mais à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, on renonce à quelque chose, mais pour faire mieux. Donc c'était une possibilité. Alors j'en ai exploré une deuxième. C'est le cœur de mon dernier bouquin, donc, qui est sorti il y a 2 mois, juste. C'est 2031, des batailles de la présidente. C'est la 3e voie, celle, je vous ai parlé, la voie que je n'ai pas explorée, pro-américaine, une voie fédérale. Et la 3e voie, c'est la voie où les Français en 2027 élisent une présidente. Alors c'est pas Madame Borne, hein, c'est pas Elisabeth Guigou, et c'est pas Ségolène Royal. Mais il y en a d'autres, évidemment, les probabilités sont plus grandes pour être élues. Je citais ces 3 personnes parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est pas... Vous pensez à qui, à Mme Borne? Non, vous pensez à Ségolène Royal, non? Non, je lui dis, effectivement, il suffit d'écouter la radio tous les jours pour savoir quelle est la personne qui a le plus de... Je ne dis pas qu'elle sera élue, et il n'est pas improbable qu'elle soit élue. Si on a, je la définis, je ne la nomme pas, je la définis comme étant ni pro-américaine et n'ayant pas d'attirance pour l'Europe. Donc une voie plutôt nationaliste. Quand on dit nationaliste, certains, évidemment, ça plaît, parce que on dit nationaliste, ça rapproche du souverainisme un peu, donc la capacité à gérer soi-même, à prendre des décisions, à savoir avec qui on est ami, avec qui on n'est pas ami. C'est donc ce que je place en 2031, la présidente, devant des conflits importants où nous sommes concernés. Alors évidemment, il y a le Pacifique. Je crois que le Pacifique est d'ailleurs, quand on discute avec des marins, il n'y en a pas dans la salle, là, je crois. Quand on discute avec des marins, eux, le Pacifique les intéresse beaucoup. Parce qu'ils savent que c'est une zone où se joue l'avenir ou la fin de nos possessions françaises. Je dis françaises parce qu'elles ne sont pas européennes, hein.
ne n'oublions pas, l'Union européenne ne couvre pas un certain nombre de nos confettis un peu partout dans le monde. Même s'il y a des contrats qui sont faits avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'accords européens, de projets européens, ce n'est pas l'Europe. Et donc il y a tout ce problème de la couverture stratégique, de lors même que l'on ne fait pas non plus partie de l'AUKUS, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, auquel se rajoute assez facilement le Japon et la Corée du Sud. Donc on ne fait pas partie de ce groupe-là, on est vraiment indépendant. Alors on est vraiment indépendant, mais va et solide, c'est-à-dire que on est indépendant, mais ça veut dire qu'on a les amis d'être seul. Et quand on regarde, vous savez, je cite, dans 2031, notamment sur ces problèmes-là, j'ai repris quelques citations courtes, mais quand même très claires, quand l'année dernière, au mois de juillet, le président Macron, en déplaçant en Polynésie, a dit aux notables de Polynésie, on ne peut pas être français un jour et chinois le lendemain, on voit qu'il a bien lu les fiches qu'on lui a données, et il l'a bien compris. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'une partie, notamment les indépendantistes et une partie des autonomistes, sont séduits par la puissance financière déjà en partie proposée par les Chinois, et que donc il y a une attirance vers ce nouveau partenaire pour se débarrasser des colonialistes, c'est-à-dire des Français. Donc le président Macron en est parfaitement conscient. Le chef d'état-major de la marine française également. Il le dit, il ne pourra pas défendre Polynésie et Nouvelle-Calédonie si nous ne faisons pas partie d'une alliance. Donc la loi de programmation militaire qui a été votée, qui commence cette année, augmente bien les moyens que nous avons dans le Pacifique, mais pas d'une manière suffisante pour au moins nous assurer la souveraineté de manière dans des conditions acceptables. Donc on voit bien là que c'est un problème très important. Et pour la présidente, et pour le chef d'état-major des armées, qui là n'est pas un Allemand comme dans 2030, mais un Français, se pose le problème de la capacité à défendre cette zone-là sous une menace, je ne dis pas une guerre, mais une menace chinoise. La marine chinoise, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais tous les 3 ans, elle construit le volume de la marine française. Alors, ils n'ont pas encore... Ils ont une valeur en nombre, ils ont plus de bâtiments que l'US Navy, pas en qualité, parce qu'ils ont des bâtiments plus petits, mais ça veut dire qu'ils forment énormément de gens, ils commencent à avoir des porte-avions, ils commencent à avoir des destroyers, et c'est plus la marine de 55 jours de Pékin, hein, avec les sampans, non, c'est complètement différent. Ils ont des sous-marins nucléaires, ils ont des flottilles aériennes, ils conçoivent une aéronavale. On est dans un monde qui a changé. C'est une des raisons d'ailleurs de mon intérêt pour cette zone, c'est pour avoir été en Chine, quoi. Et en Chine, je pense que vous êtes un certain nombre à y être allé également, on voit la puissance se développer, quoi. Une puissance phénoménale. Alors il n'y a pas que là, mais les Chinois se déploient à grande vitesse. Ils ont parfaitement compris la porte que l'on a entrebâillée dans les années 90 et ils l'ont enfoncée. C'est-à-dire que là où on leur demandait de faire, ils ont fait, après ils ont regardé comment on faisait, et puis maintenant ils arrivent à faire aussi bien, voire parfois mieux. Et en beaucoup plus grande quantité. Donc cette présidence a ce problème-là, on se situe bien en 2030, il faut avoir un peu de projection, et puis on a cette zone de tremblement de terre bien connue des géographes, qui est la mer Égée. La tension à la mer Égée, regardez même tous les jours, vous lisez de temps en temps, il y a des petites entrefilets, le Premier ministre grec qui dit « je suis désolé, je ne peux pas donner de missile parce que problème de sécurité, je ne peux pas. Je ne peux pas donner Charles Léopard, il en a des centaines, hein, comme le Turc. Ni le Turc ni le Grec n'ont rien donné à l'Ukraine. Hein. Alors le Grec, il a donné quelques vieux équipements, mais il n'a rien donné de plus.
la tension, si vous voulez, de même qu'on a cette tension de, vous voyez, dans la mer de Marmara, là, c'est tout rouge quand on regarde les tensions d'un éventuel tremblement de terre. On peut faire un super, pas un Big Bang, mais presque. Hein. Ils en ont eu un tremblement de terre l'an dernier qui était plus au sud, mais qui était très important. Donc on est dans une zone de conflictualité très très forte. Alors évidemment, on ne peut pas tout le temps, on a tellement déjà l'Ukraine, le Hamas, Gaza, etc. On ne peut pas revenir tout le temps, mais on voit bien que il va se passer quelque chose. Or, la France, encore, c'est normal, tout le monde ne peut pas être au courant de tout, mais on a signé un partenariat renforcé avec la Grèce. D'abord, des partenariats renforcés avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Grèce. Ça veut dire quoi? C'est d'abord qu'on fait partie des bons fournisseurs d'équipements, puisque c'est justement une des raisons du partenariat, c'est d'avoir la capacité à fournir des bateaux, des avions, des Rafales, des frégates, etc., des missiles. Et également, c'est le problème du partenariat, lié à travers le même type d'articles à l'OTAN ou dans le traité de l'Union européenne, c'est-à-dire un traité de mutuelle assistance. Mais vous voyez qu'il se décline différemment. Là, je prends un cas un peu particulier qui surprend un peu les atlantistes, parce que je prends 2 pays de l'OTAN. Ah, mais 2 pays de l'OTAN, ça ne met pas les États-Unis dans une bonne situation pour traiter le problème. Vous voyez que déjà, quand ce n'est pas un pays de l'OTAN, les États-Unis, ils regardent à 2 fois avant de donner tout ce qu'ils peuvent donner. Ils pourraient donner beaucoup plus d'ailleurs, s'ils le voulaient. Mais là, dans un cas d'affrontement historique, je dis que c'est pas quelque chose, il y a énormément d'éléments de preuve qui montrent bien la tension réelle qui existe, historique, politique, et on le comprend dès qu'on va du côté turc, qu'on aille du côté grec, on sent bien que les tensions sont très fortes et que les îles grecques qui sont à 3 portées de cailloux de la côte asiatique énervent particulièrement les Turcs, dès lors qu'en plus le sous-sol, ou du moins la partie sous-marine, sent le gaz et le pétrole. Et que les partis extrémistes turcs englobent même la Crète dans la zone turque. Quand on va en Crète, on s'aperçoit que la Crète n'a rejoint la Grèce qu'en 1913. C'est assez compliqué, qu'il y a eu des déplacements de population. Vous savez, on en parle régulièrement, mais des déplacements de population, dans notre histoire, un peu partout en Europe et dans le monde, on a déplacé les populations. Bon, là, on l'a déplacé, et il y a des Grecs qui étaient en Asie qui sont repartis en direction de l'Ouest, et puis il y avait des musulmans qui étaient en Crète, et des Turcs qui sont repartis en direction de la Turquie. Donc il y a eu des grands mouvements. Mais ça veut dire que cette tension-là est très très forte. Et la France, eh bien, évidemment, le Premier ministre grec, il décroche son téléphone pour appeler la présidente. Troisième élément, je cite un coin que je connais particulièrement bien, puisque avec ma chère épouse, nous avons passé 4 ans de notre vie, en 2 fois 2 ans, donc c'est Djibouti, où là, on est dans une situation aussi qui a complètement changé, où sur le podium, on a les Américains et les Chinois, et nous, on garde de justesse une 3e place, sachant que Mais quand vous rapprochez des Chinois et des Américains à 2 ou 3 kilomètres, vous avez là ce qu'on appelle un baril de poudre. Et si vous avez des gens qui sont intelligents, parce qu'il ne faut jamais prendre les autres pour des idiots, qui se disent, mais une inflammation entre Chinois et Américains dans ce secteur-là serait une bonne chose, parce que en plus, les populations locales peuvent en avoir ras-le-bol de l'impérialisme chinois, comme de la présence américaine sur ce confetti, dont je rappelle qu'il a la taille d'Israël. 22 000 km², mais avec sensiblement beaucoup moins de population, encore. Donc on a voilà trois exemples qui sont des cas tout à fait possibles d'affrontement, et la présidence se retrouve avec son option nationaliste. Mais une option nationaliste
ne va pas lui donner tout d'un coup des capacités. C'est pour ça que je parle toujours de stratégie. Ce qui va se passer en 2030 et 2031 se décide maintenant en termes de capacité. C'est pas en 2030 ou 2031, et vous le voyez, vous avez entendu le président, il en parle régulièrement, qui transformer notre économie. On ne fabrique pas des avions, des bateaux, on ne forme pas des troupes comme ça. C'est pas la multiplication des petits pains. Non, donc la grande stratégie française en termes de réarmement, on remonte un tout petit peu la pente. Tout petit peu la pente. On arrive à 1,9. Prendre les Grecs ou les Turcs, ils tournent entre 3,5 et 4, comme les Polonais et les Américains. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui ont des consciences de menace, et les Grecs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être le plus fort possible, pour ne pas se faire bouffer. C'est toujours le même problème. Et la France, notre France, eh bien, ça fait des années qu'on a une superbe armée, mais elle est petite. Et si on continue comme ça, elle va pas grossir parce que vous connaissez la situation économique, vous connaissez, etc. Si on ne change pas, en 2030 ou en 2031, on aura à peu près un outil très comparable à ce qu'on a maintenant. Un petit peu plus développé dans des domaines non négligeables, mais enfin, qui ne changent pas véritablement la capacité, on aura à peu près le domaine. Et donc la présidente se retrouve à faire ça. Alors je déroule ça. Je fais très attention aussi à expliquer ce que pensent les autres. Je trouve de manière générale, et je le vois également dans les conflits actuellement, c'est que les gens ne connaissent pas du tout l'adversaire. Je vois la globale méconnaissance des Russes, de l'esprit russe, sur les plateaux de télévision. C'est affligeant, quoi. Alors je comprends bien qu'ils n'aient pas étudié le russe, mais enfin, au moins, si on n'a pas étudié, si même on n'est pas allé en Russie, il faut quand même s'intéresser, travailler, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est pareil pour les autres conflits. Les Chinois, c'est pareil. Les Chinois, il ne faut pas les prendre simplement pour se résumer, ils veulent faire du commerce avec tout le monde. Si on résume, ça c'était valable en 90, c'était au moment où on commençait à monter les usines. Encore valable au début des années 2000. Mais c'est fini. Il faut reprendre les discours de Xi Jinping et on voit qu'il y a une volonté d'affirmation politique très forte et qu'il est hors de question pour les Chinois de revivre une humiliation, celle qu'ils ont connue à la fin du 19e siècle. L'affaire des traités inégaux, elle est profondément ancrée chez eux. Et leur remontée en puissance en point de vue politique et militaire, c'est bien ça. Donc il faut faire. Et puis, bien entendu, il y a toute la poussée. J'ai parlé des impérialismes, j'en ai cité. On a parlé des Russes, on a parlé des Chinois, on peut parler des Iraniens, mais c'est à travers les groupes, les proxys, ce qu'on appelle les proxys. Et puis, évidemment, les 1, 2, 3, 4, voilà, les Iraniens, les Turcs, vous retrouvez tous les grands impérialistes qui montent. Alors, ceci dit, il y a aussi un élément, ce qui rend, parce que je voulais montrer qu'on ne peut pas découper une situation uniquement en silos. Et là, alors c'est peut-être un peu plus complexe, mais pour bien montrer aussi l'importance des hommes et des femmes dans les règlements de notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la stratégie, avec tout ce qui peut en découler en termes d'identification des menaces, de préparation, d'entraînement, etc., mais aussi les hommes. C'est-à-dire que cette volonté, les objectifs qu'on veut atteindre, et puis il y a cette conflictualité des stratégies. Dans ce qui nous amène, et d'autant plus pour nous, qui ne sommes plus, nous sommes une puissance moyenne encore honorable, mais nous ne sommes plus dans la position d'il y a un siècle, ou encore moins d'il y a un siècle et demi. Et le monde a profondément changé. On parlait de l'Afrique, mais on voit avec l'irruption des Chinois, des Russes, des Émiratis, des Turcs, des Américains qui se présentent aussi un peu. Et puis nous, il y a 50 ans, on parlait de qui? Des Soviétiques et des Français, c'est tout. Hein. Les Américains disaient, bon, vous débrouillez avec l'Afrique.
Et puis, il y avait les Soviétiques, donc on se partageait un peu la zone. Les Anglais étaient sur le départ. Et puis, c'était point bas. On ne parlait pas de Chinois, on ne parlait pas de Turcs. Là, il n'y en avait pas. Il y avait zéro. On voit bien que ce monde change. C'est pour ça que cette complexité où on voit les problèmes de stratégie, mais aussi les problèmes des hommes et des femmes qui sont en charge, elle doit être prise en compte. Dans le choix que l'on a de nos dirigeants, il faut prendre des gens qui ont, je veux dire, qui en veulent. Et c'est eux qui doivent être capables d'être des leaders. Et leaders, notamment, leaders, pour penser une stratégie. C'est un peu dans les deux bouquins, là, 2030 et 2031, j'avais vu, dans un voyage justement à Rhodes, une belle mosaïque qui me paraissait tout résumé. J'avais repris sur mon premier bouquin 2030 et comme j'ai trouvé que ça correspondait toujours, elle figure également sur 2031. Alors on me dira, c'est Saint-Georges. Non, c'est pas Saint-Georges, pas Saint-Michel non plus, c'est Bellérophon, un des fils de Zeus, qui monte Pégase et qui affronte la chimère. Alors on va dire, bon, d'accord, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'identification des menaces, c'est la chimère avec ses trois têtes. La préparation d'une stratégie, c'est-à-dire le cheval entraîné, la cuirasse, la lance, l'entraînement qui va avec, et puis la volonté. La volonté. Car s'il manque ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que ces livres je dis ma préférence pour l'option européenne, mais peut-être que j'aurais dû la répéter encore plus clairement. On verra qu'il y a quand même un gars qui va sur les plateaux dans 2031, mais j'aurais peut-être pu dire encore plus clairement. Évidemment, ça me ressemble beaucoup d'aller sur le plateau, là, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce bouquin-là. Mais si vous voulez, c'est bien là qu'il faut voir cette réflexion qui va demain. Essayer de penser demain. Alors, je n'impose pas du tout, d'ailleurs ça serait stupide, mon point de vue, mais je veux ouvrir la réflexion. Alors, on me dit, oui, mais notamment dans 2031, je n'ai pas dit carrément ce que je voulais, parce que je considère que mes lecteurs sont adultes. Il faut réfléchir. Déjà, la réflexion, savoir réfléchir, dans le sens que je viens de dire sur la stratégie, l'évaluation des menaces, le choix des hommes ou des femmes capables d'avoir une volonté pour emmener notre pays dans les meilleures conditions sur la meilleure voie. Alors, est-ce que la voie nationaliste est la meilleure voie? Mais chacun d'en décider. Voilà, si vous avez des questions, je veux bien. Si vous en êtes d'accord, nous allons donc ouvrir le débat et je vais demander qui dans la salle souhaiterait intervenir le premier ou la première. Marc Écardine de Saint-Paul et ensuite vous-même. Il faut bien que quelqu'un se lance. Chers confrères, j'ai écouté avec un grand intérêt vos deux scénarios. Et dans les deux, je pense que vous n'avez pas voulu ou pu prendre en considération l'adaptabilité dans nos régimes démocratiques et l'évolution des candidats devenus présidents. Et donc, rien n'est figé. On s'en aperçoit, par exemple, pour l'Italie, où Madame Meloni, qui était le chef d'un groupuscule Fratelli d'Italia, plutôt considéré comme pro-russe, anti-américain ou presque, est rentré dans le rang, et Total s'en fait une bonne européenne, si je peux dire. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une possibilité d'évolution pour cette future présidente d'avoir, comment dirais-je, de faire comme Kissinger de la réelle politique? Alors oui, vous avez raison, il y a toujours une possibilité d'évoluer lorsqu'on est en place. D'ailleurs, quand on regarde nos présidents, on a vu que souvent ils partaient d'un pied à gauche, puis à droite, ou à droite, partaient à pédaler à gauche.
Donc, c'est peut-être la marche, finalement, qui fait ça, hein, la marche en avant. Non, vous avez raison. Par contre, ce qui ne change pas, c'est est-ce qu'il y a une stratégie, bon, est-ce qu'il y a un but, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre pays à moyen terme. Si c'est pour de la gestion politique à court terme, bon, c'est pas très gênant. Mais si on n'a pas une réflexion approfondie, on ne sait pas où on veut mener son pays, on ne peut pas préparer les éléments, avoir une stratégie. La stratégie, ça se pense quand même, ça se pense pas pour l'année qui suit, ça se pense, on le voit dans l'histoire, tous ceux qui ont développé leur pays avaient une vision. Une vision, on a notre exemple avec le fondateur de la Ve République, bien sûr. Il avait une vision de ce qu'il voulait de la France. Bon, derrière, les autres présidents s'y sont essayés plus ou moins, mais sans trop changer, parce qu'ils avaient peur de tomber d'estrade. Donc, ils ont poursuivi comme ça. Mais disons que si on prend sur d'autres périodes de notre histoire, il faut avoir des gens capables de dessiner un cap. Ce que voulait dire, à mon sens, le général de Gaulle, c'est que le cap qu'il choisissait en 1958, en termes je ne parle pas de l'organisation de la Constitution, mais en termes géopolitiques, il fallait que l'on se prépare à des grands changements. Les rapports de force de 1958, notamment la grande domination américaine dans le monde à ce moment-là, bloquée un peu par l'Union soviétique, mais enfin la grande domination, elle serait remise en cause par un nouvel intervenant, qui était la Chine. Il avait complètement raison. La Chine pose un autre problème, et principalement aux Américains, mais aussi à nous. Ipso facto, il y a eu des grandes évolutions. Lui, il a terminé, il a fait la décolonisation, donc il a fait un changement majeur dans l'orientation de la France. Il a défini aussi une politique de défense qui était claire, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être immuable au XXIe siècle. Il y a une réflexion à conduire, notamment parce que le peuple français de 1960 n'est pas le peuple français de 2025, que nos capacités industrielles ne sont pas les mêmes, que notre ratio de capacité à développer des grands projets industriels n'est pas la même. C'est pas avec, pas combien maintenant, on est à 2000 ou 3000 milliards de... 3000. Bon, 3000 milliards de dettes, c'est faramineux, quoi. Fantastique. Donc, on n'est pas du tout... La position que le général de Gaulle avait pu définir ce cap-là. Il est nécessaire de s'adapter. Manifestement, vu la relative faiblesse de notre pays, si on reste relativement seul, on sera mal. Alors, c'est pour ça qu'il y a une option qui va plutôt vers les États-Unis d'Amérique, parce que c'est quand même une démocratie avec tous ses défauts, mais c'est une démocratie. Il y a une vision plus européenne, mais ça oblige à s'entendre avec nos voisins. Ça n'a jamais été facile, et donc c'est pas évident. Et puis, évidemment, il y a cette voie entre les deux, où on continue à vouloir avoir l'attitude de la puissance sans avoir les moyens de la puissance. C'est un peu ce qui est cette voie que j'appelle une voie nationaliste. Mon général, vous avez parlé du général de Gaulle, bien sûr, qui, on s'en souvient, avait dit l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mais est-ce que la question aujourd'hui ne serait pas plutôt la crainte d'une Europe de l'Oural à l'Atlantique, avec ce qui se passe en Ukraine, mais aussi avec, comme on le constate, la crainte de certains Européens, par exemple des Polonais, qui redoutent une Europe de l'Oural à l'Atlantique. Oui, ils ont raison de redouter, parce que ça les amènera à prendre ce que font les Polonais. D'ailleurs, ils prennent un certain nombre de mesures pour remonter leur défense, qui était descendue trop bas, et nous, Européens, on est descendus trop bas. Une des raisons, je pense, dans l'analyse qu'a pu faire Poutine pour attaquer l'Ukraine, c'est de considérer que les Européens étaient maintenant trop faibles pour avoir une véritable action. Alors, il s'est trompé, parce que finalement, on soutient quand même beaucoup l'Ukraine, mais il a quand même tenté le coup. Et les Américains ont réagi aussi, peut-être moins que l'aurait espéré l'Ukraine, mais ils ont réagi également. Alors,
Le problème de la Russie, c'est qu'ils ont comme nous, hein, la même chose, c'est-à-dire qu'on va en déficit démographique, un déficit démographique grave. Ils sont à 1,5, les Ukrainiens sont à 1,2, hein, comme les Espagnols. Donc on est, je veux dire, des nations en recul. Là aussi, c'est pour ça que l'idée du regroupement est pas une mauvaise chose, au sens que quand on est moins fort, il faut se trouver des amis. Hein. Quand on est puissant, on peut être seul. C'est le cas des grandes puissances. Hein. Et ils ont des partenaires, ils n'ont pas des alliés. Les Chinois, d'ailleurs, disent qu'ils n'ont pas d'alliés. Ils ont des partenaires. Ils ont un partenariat fort avec les Russes, mais la Chine n'a pas besoin d'alliés. Eux, ils l'ont dans la tête, ils ont avalé pas mal de couleuvres pendant un bout de temps, mais maintenant ils le disent carrément. Que la Chine n'a pas besoin d'alliés. Nous, on n'est plus dans cette position-là. On l'a été. On a eu des grandes périodes dans notre histoire. D'ailleurs, on s'est retrouvé un peu seul, même avec des hommes brillants comme Napoléon. Cette coalition, ça fait beaucoup pour un seul homme, quoi. Donc, même lui, il n'y arrivait pas. Donc, les coalitions. Donc, quand on est moins puissant, on a besoin de se trouver des alliances fortes. Alors, évidemment, il faut les présenter. Je ne vais pas me pas lancer dans une critique du discours du président, bien entendu. Mais je veux dire, il y a des éléments qui doivent se négocier discrètement pour savoir ce qu'en pensent les uns les autres. Avant de se lancer. Je crois pas à ce qu'on parle russe à Brest, peut-être à Brest-Litovsk, oui, mais pas à Brest-au-Court. Et donc, je les crois pas parce que les Russes, quelle que soit leur immense résilience, volonté, capacité à prendre des coups et en donner, ils n'ont pas les moyens d'aller jusque. Ils n'ont pas. Alors c'est vrai qu'on les bloque bien en Ukraine, mais quelle que soit leur immense volonté, ils ont un réservoir qui est relativement faible et donc ils n'y arrivent pas. La parole est à l'ambassadeur Joanneau. En général, votre livre 2031 n'est pas un livre de politique fiction, au contraire. Il explore une réelle possibilité politique pour 2027. Alors, est-ce que le Rassemblement national a déjà un programme en matière de défense? Est-ce qu'à partir de ces prises de position récentes, je pense par exemple au débat parlementaire sur la loi de programmation militaire, on peut deviner ce que serait l'architecture d'un programme du Rassemblement national en 2027 sur les sujets défense-sécurité. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas spécialiste du programme de défense du Rassemblement national. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en parlent pas souvent. Ils n'en parlent pas souvent parce qu'ils sont quand même... c'est pour ça que dans ce livre, je dis qu'entre 2027 et 2031, la présidente qui a d'abord prolongé un peu ce qui avait été fait par son prédécesseur, c'est-à-dire le président Macron, pas tout de suite changé, elle a augmenté les moyens de la LPM, la loi de programmation militaire de 2030 à 2036, là, puisqu'elle a attendu, augmenter les moyens, mais pas de manière significative, parce que je ne la vois pas couper largement dans les budgets sociaux. Or, la ressource nécessaire. Vous avez vu, il y a 2 jours, il y avait un beau tableau sur l'emploi des dépenses de 1000 euros des dépenses publiques. Hein, il y avait à peu près 250 pour la santé, 300 pour la santé, 260 pour les retraites. Après, il y avait 97 pour l'éducation nationale. Ensuite, il y avait l'investissement, les transports, etc., 50, machin, un peu plus. Il y avait ensuite la dette à 60. Il y avait encore je ne sais pas quoi. Et on arrivait à la défense 33. 33, ça fait le 16e d'ensemble des dépenses sociales. Le 16e des dépenses sociales. C'est
3 fois moins que l'éducation nationale. Alors évidemment, c'est plus que les justices. C'est vrai que la justice, avec 7, c'est pas beaucoup. Mais la défense, c'est 33. C'est 33 sur 1000. Donc là, le Rassemblement national, en tout cas, il n'a pas annoncé, d'ailleurs, je ne pense pas que, peut-être que ça sera fait au moment de la présidentielle, mais je crains que l'on aille sur des marges, parce que le Rassemblement national va être embêté à couper dans des budgets d'une partie de ses, qui retourne sur une partie de ses électeurs. Je le crains. Vous savez, vous savez, chers confrères aussi bien que moi, hein, c'est que dans notre histoire de Ve République, il n'y a pas beaucoup d'hommes de chefs d'État qui ont passé la défense à des niveaux relativement élevés. C'est la période qui va de Gaulle à Giscard d'Estaing, où c'est effectivement assez important. L'un, parce qu'il trace à peu près tout, il change de modèle d'armée. Hein. C'est plus le modèle Algérie, c'est un modèle armée mécanisée avec force de dissuasion, capacité d'appui, etc. Et puis, DGE va moderniser l'armée classique, parce qu'on avait fait la dissuasion, mais on avait un peu oublié l'armée classique, les armées classiques, hein, parce que c'est toutes les composantes, et la condition militaire. Donc, et ensuite, alors on a une période où les armées sont assez exploitées, mais c'est une période un peu ambivalente, c'est 80-90, et après on tombe dans le dividende de la paix. Le budget dégringole. Donc là, pour les Européennes, ils s'expriment peu, d'ailleurs personne ne parle de la défense, hein, à part mon ami Christophe Gomard qui se trouve sur la liste LR en position éligible, tout le monde s'en fout parce que globalement, la réflexion, c'est là la responsabilité des hommes politiques ou des femmes politiques, c'est eux qui doivent imaginer une stratégie et la proposer, et d'avoir une cohérence d'ensemble. Il ne faut pas simplement faire des discours, il faut passer. Alors, oui, depuis la dernière loi de programmation militaire montre une remontée. Mais on remonte, mais on n'est toujours pas arrivé à la surface. Hein. La surface réglementaire de otanienne, c'est 2%. On n'est pas à 2% là, les Français. Et nous avons la force de dissuasion. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un coût considérable. Alors on a un outil qui est cohérent, mais comme on a un outil de dissuasion cohérent, pas très gros, mais enfin bien cohérent, on a ce que j'appelle une ou deux fois dans le bouquin l'armée bonsaï. C'est-à-dire on a de tout un peu. Là, vous n'avez pas de service 12 pièces, vous avez 2 pièces. Quoi. Vous pouvez recevoir votre conjoint ou votre conjointe, c'est tout. Vous n'avez pas de service de 36 pièces, 18 ou même pas 12. On a, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même, on est... alors on a des gens très bien, mais c'est pas suffisant. Alors est-ce que les partis politiques vont... parce que quand même les alarmes, elles ont sonné. Hein. Moi, je veux dire que si on nous explique dans 10 ans qu'on n'avait pas compris qu'il y avait une guerre industrielle, qu'il y avait une guerre d'usure, que ce n'était pas un tout technologique, parce que la technologie est très importante, mais les hommes aussi sont très importants. Il y a un des éléments structurants de cette guerre en Ukraine, c'est dire oui, il y a de la technologie, des drones, des super drones, des petits drones, des drones rapides, des drones lents, etc. Mais il y a aussi des hommes qui sont dans les tranchées. Et il y a des hommes pour monter dans des blindés. Et que pour former un pilote, ça ne prend pas 3 mois. Parce que vous voyez la saga des F-16, là. Alors sur les plateaux, il y a des gars qui ne connaissaient rien, ils disent en 2 mois, on leur a formé un pilote de F-16. C'est du n'importe quoi. Les premiers pilotes de F-16, j'espère qu'on les verra cette année, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est simple à comprendre. Les quelques pilotes qu'avaient les Ukrainiens, ils leur ont fait piloter les MiG-29 qu'ils avaient, ou qu'on leur a donné. Donc ils ont envoyé des gars qui savaient faire du parapente. Alors, entre faire du parapente et pilote de F-16, c'est comme faire du vélo et aller sur un circuit de Formule 1, quoi. Ça ne s'invente pas des armées comme ça. On peut former un fantassin assez rapidement, pas trop rapidement, parce que sinon il a une vie très courte.
C'est bête comme ça, hein. Si on forme mal même le fantassin de base, eh ben, il va être brûlé vite, quoi. Et puis, il y a tout ce problème des ressources humaines que l'on voit, c'est-à-dire que même les Ukrainiens se posent la question, ben oui, les Ukrainiens, qui est-ce qui a envie d'aller se battre? On regarde. On a un phénomène qui est assez étonnant, d'ailleurs. Il y a un tas de choses étonnantes, évidemment, qui se passent en direct, mais c'est qu'on a la plus vieille armée qu'on ait jamais vue, quoi, avec les Ukrainiens. Puisqu'il n'y a pas de... la conscription n'appelle pas les jeunes de moins de 27 ans. Pas de jeunes de moins de 27 ans. Donc on a une armée, la moyenne d'âge c'est 40 balais. Bon. Pour avoir été plus jeune, donc avoir commandé des soldats jeunes, on veut toujours mieux commander des soldats jeunes. Alors même assez jeunes, comme ça ils n'ont pas de femmes, pas d'enfants, ils sont en pleine forme, ils sont légers, ils sont endurants, ils sont réceptifs, ils s'attachent, etc. Quand on a affaire à des pères de famille, ils pensent quand même à sa famille de temps en temps. Et quand on lui explique, comme là, je ne comprends pas d'ailleurs les Ukrainiens là, que ceux qui ont fait déjà 3 ans dans l'armée ukrainienne ne peuvent pas, ils restent sous les drapeaux, ne peuvent pas quitter les drapeaux. Il y avait dans la loi qui vient de sortir chez eux, là, qui réduit maintenant, on passe de 27 ans à 25 ans. Il y avait aussi ce qui avait été proposé par des députés, c'est de dire les gens qui ont fait 3 ans de guerre, bon ben ils peuvent rentrer chez eux. Mais c'est pas passé, hein. Alors, c'est pour ça que le volet humain, je n'ai pas voulu traiter les affaires en silo, c'est pour ça que dans les 2 livres, vous voyez que le volet humain est réel. C'est qu'il est déterminant, tout le temps, chez les leaders, chez les moyens, et j'allais dire, sans que ça soit désobligeant chez les petits. Et pour les Ukrainiens, évidemment, qui sont dans les tranchées ou dans leurs blindés en attendant l'arrivée des Russes, parce qu'ils montent doucement les Russes, bon, mais ils montent quand même. Ils disent, pendant que moi je suis dans le trou, il y a mon petit frère qui s'amuse avec ses petites copines à Kiev ou à Lviv. Pas si simple que ça. Donc, oui, il y a la partie haute technologie, oui, il y a la partie politique, oui, il y a la partie humaine, et la partie majeure reste toujours savoir où on veut aller avec son peuple. Et ça, c'est la responsabilité des gouvernants. Y aurait-il une nouvelle intervention? Je vous en prie. Une intervention, c'est juste une question. Dans le deuxième scénario, qui est celui d'une Europe fédérale, on a bien compris une volonté politique, une industrie de défense renforcée, des moyens conventionnels également renforcés, mais l'Europe puissance, c'est également le nucléaire. Bon, est-ce qu'il ne faut pas, je veux dire, remettre à plat, je veux dire, un peu la réflexion en la matière, dont je ne connais pas parfaitement les conditions de mise en jeu actuellement? Alors, le président, enfin, c'est en tout cas comme ça que je le perçois, foncièrement, il est européen, lui. Ça fait un paquet de fois qu'il revient sur le sujet. Souvenez-vous, peut-être vous ne vous souvenez pas, mais il avait même surpris quand il était rentré de son voyage en Chine, l'année dernière, où il avait, alors une fois encore, appelé les Européens à essayer de saisir l'opportunité pour avoir une autonomie stratégique. Et donc, là, il remonte d'un cran en parlant d'Europe puissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'ose pas parler d'Europe politique parce qu'il ne peut pas y aller tout seul, ça n'aurait aucun sens. Il passerait pour le Français une fois de plus qui veut diriger l'Europe. On a vu que même Napoléon, il n'est pas réussi, quoi. Hein. Et donc, il n'est pas question de faire l'Europe française. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait une approche plus peut-être vers Madame Meloni, hein, pourquoi pas, mais vers l'Espagnol, pour essayer d'avoir une réflexion. J'ai suggéré, moi, dans 2030, cette réflexion discrète menée par des gens de quelques pays qui réfléchissent à ces problèmes de stratégie collective.
bon, d'ailleurs ça m'avait été soufflé par quelqu'un dont je respecte tout à fait l'esprit, et qui m'avait dit oui, mais il faut que pour arriver là, il faut que travailler en amont à une forme de livre blanc des Européens, discrètement, de façon à ce qu'un certain nombre de points majeurs aient été d'abord digérés, validés, au moins sous le manteau, avant d'être exposés au vote des différents peuples concernés par une éventuelle constitution. Ce n'est pas... 2030 est un rayon de soleil qui paraît très lointain à certains. 2031 est une probabilité qui est non négligeable. Non négligeable, avec là une opinion de dire, bon, ben, finalement, c'est peut-être notre destin. À la fin, c'est le destin des peuples. Dans l'histoire des mondes, il y a toujours des périodes où les civilisations se cassent la figure, les peuples s'affaissent. Bon, on le sait tous ici dans cette salle. Donc, évidemment, notre but, c'est de ralentir et, si possible, d'inverser la courbe. Je pense qu'en ce moment, il va mieux inverser la courbe, d'ailleurs. Voilà. Une nouvelle question, une nouvelle intervention, nouvelle remarque? Oui, pour revenir Le micro vous arrive. Je vais revenir au niveau français. Pour en revenir à la présidente, j'ai peur que sa seule stratégie, actuellement, c'est la stratégie de séduction électorale immédiate. Je pense qu'il n'y a pas de vision à plus long terme chez ces gens-là. Et la tête de liste européenne a la tête du gendre idéal, mais je ne pense pas qu'il ait une vision stratégique au-delà de la séduction électorale. Donc, comme tous les populistes, la crainte, c'est qu'ils fassent leur la doctrine américaine, les intérêts nationaux d'abord, et je leur conseillerais pour les visions stratégiques de s'en remettre aux états-majors. Alors, c'est juste pour rebondir sur la fin de votre intervention, ça montre aussi que quel que soit le président, le système militaire des trois armées va fonctionner. Il va fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir l'effet souhaité, mais il va fonctionner. Moi, je n'ai pas de doute sur la capacité des générations à venir à faire fonctionner même le problème politico-militaire ou à mettre en œuvre les moyens qui seront disponibles à cet horizon-là. Mais évidemment, ces moyens, quand ils sont petits, vous n'avez pas le même effet que quand ils sont plus gros. Et quand on est seul ou quand on est à plusieurs. Mais il y aura toujours un chef d'état-major des armées qui va recevoir une mission et il va proposer des options. Et après, parce que j'y crois, c'est quand même le président ou la présidente qui va décider de la mission, au vu des options qu'ils vont lui proposer. Parce qu'elle décidera. Elle décidera peut-être, ça ne sera peut-être pas la bonne solution, mais c'est elle qui a la responsabilité. Je dirais que le dialogue entre le politique et le militaire, il s'affiche bien pour une éventuelle réflexion stratégique, il s'affiche bien pour l'emploi des disponibilités financières du pays, et il s'applique bien pour la proposition des options politiques en matière de risque, de durée et de coût. Mais après, en tout cas c'est toujours ce que j'ai vu moi depuis ce que je regarde ce qui s'est passé, même ça remonte jusqu'à De Gaulle, c'est pour ça qu'il supprimait pas mal d'échelons, parce que lui, il avait à peu près tout dans la tête. C'est le politique qui est... Donc la responsabilité ne sera pas la peine d'essayer de la déporter sur un tel ou tel, ça sera bien la responsabilité politique, c'est-à-dire la nôtre. Parce que globalement, on est un système où on va élire. Alors pour ça, il ne faut pas se tromper. Alors ces livres, il faudra les distribuer à tout le monde, mais enfin, ils ne seraient peut-être pas forcément compris. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait d'autres gens qui expliquent ce mécanisme. La responsabilité politique, elle est majeure dans l'histoire des peuples. C'est normal d'ailleurs. Ils ont fait pour ça. Une autre remarque, une autre question? Si je puis me permettre, j'aurai de mon côté 4 questions.
La première question concerne l'Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas en Allemagne un héritage pacifiste, particulièrement présent dans les milieux de la social-démocratie, qui pourrait peut-être être remis en cause par un changement de majorité en Allemagne, par exemple le retour au pouvoir des chrétiens démocrates? C'est ma première question. La deuxième question concerne la Chine. Je vois deux exemples historiques qui permettraient de s'interroger sur la question. Il y a d'abord l'expérience de la politique de Nixon et de Kissinger en direction de la Chine, dont on a pu voir qu'elle n'avait pas été sans efficacité, ou au contraire, est-ce qu'on irait vers un autre scénario qui a été celui de l'Autriche-Hongrie, en l'occurrence Russie, et de l'Allemagne, en l'occurrence Chine. Voilà, des deux scénarios, quel est celui qui vous paraît le plus probable? Troisième question, vous n'avez pas parlé d'un acteur majeur du XXIe siècle qui va monter en puissance, c'est l'Inde. Et à travers l'Inde, j'en arrive à ma quatrième question, qui est de savoir comment, dans cette perspective, aborder la question de ce qu'on appelle le Sud global, avec ses réalités et ses limites. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire propriétaire. Bon, je vais essayer d'être court et pas trop mauvais pour les réponses. Les Allemands, ils sont ambivalents. Et ils sont capables du plus grand pacifisme, mais il n'y aurait pas besoin de grand-chose pour les remettre en ordre de marche. C'est ce que j'avais retenu de mes contacts avec mes alter-ego allemands, qui représentaient évidemment la partie des officiers allemands, mais je trouvais quand même qu'ils seraient capables de se remettre en route très rapidement. C'est un peu dû à leur culture, vous connaissez bien, et leur esprit de discipline. Donc une nouvelle majorité pourrait amener en tout cas un réarmement allemand réel, qui n'est pas le cas actuellement. Pour la Chine, il est vrai que Nixon et Kissinger avaient joué habilement, mais la Chine à l'époque était quand même n'était pas la puissance de maintenant. La Chine était quand même démographiquement très importante, idéologiquement très importante, mais économiquement était encore faible, quoi. Alors que maintenant, ils sont très forts. Je crains que ce soit très difficile d'arrêter les Chinois, très sincèrement. Je pense que quand j'avais été frappé par ce terme, la Chine le plus grand protagoniste de l'histoire du XXIe siècle, j'y crois. Alors pour l'Inde, le créneau n'est pas encore tout à fait venu. Et les Chinois savent qu'ils ont un créneau qui est le début du XXIe siècle, parce que l'Inde va à travers un chaos apparent, arrive à monter en puissance, un fonctionnement qui laisse, pour un peu circuler en Inde, mais sans être un spécialiste, c'est tout à fait étonnant, mais ils arrivent à faire des choses alors que récemment, on n'imaginerait pas qu'ils puissent les faire, quoi. Hein. Alors, donc, dans ce chaos apparent, ils avancent. Et la Chine va mécaniquement, comme tout le monde, excepté l'Afrique, va régresser à partir de deuxième partie du XXe siècle. Donc l'Inde devrait être le grand acteur du XXe siècle. Il se met dans la position stratégique la plus intéressante, ce qu'on appelle étant la poignée d'éventail, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni avec les uns, ni avec les autres, ni contre les uns, ni contre les autres. Donc pour le moment, on fait évoluer vers le haut le chaos pour devenir de plus en plus puissant. Donc oui, l'Inde, je le cite un peu dans 2031, pour montrer qu'il est intéressé et qu'il est déjà dans cette position du multi-alignement, et
et qu'il attend que les deux gros, là, les Américains et les Chinois, essaient de régler leurs problèmes avant d'apparaître comme étant peut-être la puissance de la fin du siècle, quoi. Et nous, j'ai oublié peut-être une question. C'était la question du Sud global. Alors le Sud global, Qui va s'en emparer? Voilà. Le Sud global, vous savez que c'est quand même une coalition hétéroclite, mais qui est profondément anti-occidentale, quoi. C'est ce qui les rassemble. Et ils participent de la remise en cause complète de l'ordre mondial, qui est un ordre mondial occidental. Donc, ils vont continuer à se renforcer. Ce qui a été le plus étonnant dans l'apport de l'été dernier, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui arrive, qui se met avec les autres, c'est quand même inouï. Et donc ça a dû faire un coup terrible aux Américains, parce qu'ils ne pensaient pas que ça puisse être imaginable. Il y a évidemment le Brésil qui pose un vrai problème, et l'Afrique du Sud, ils ne pensaient pas non plus que l'Afrique du Sud basculerait comme ça. Donc les autres ne sont pas trop surpris, mais à part je crois que les États-Unis, les Émirats Arabes Unis qui se sont liés, mais enfin, c'est une puissance réelle, mais fictive quand même, au sens potentiellement, elle n'a pas grand-chose comme par rapport aux autres, quoi, par rapport aux autres, dans l'état relatif. Donc oui, les BRICS, hétéroclites, anti-occidentales, ce qui revient quand même toujours à l'idée américaine qui va apparaître, c'est de regrouper l'ensemble des ensembles démocratiques dans ce qui pourrait être un couplage entre les pays de l'OTAN et les pays de l'AUKUS, Japon, Corée. Donc regrouper tout ce qui leur est favorable face à l'ensemble du reste. Y aurait-il une dernière intervention? Oui, tu soulignais tout à l'heure que la mise en œuvre d'une stratégie militaire ne peut être que politique, ce qui est normal dans un pays démocratique. Néanmoins, je suis quand même assez inquiet depuis quelque temps de voir l'évolution, au moins dans les pays occidentaux, mais on le constate aussi dans les pays en voie de développement, de la manière dont la démocratie se construit, ou du moins se déconstruit. C'est-à-dire que la démocratie était basée depuis très longtemps sur des partis politiques qui exposaient un programme, et les gens étaient amenés ensuite à voter pour non seulement des hommes, mais pour un programme politique. Aujourd'hui, avec l'apparition, depuis déjà une quarantaine d'années, des réseaux sociaux, on voit apparaître effectivement la construction de pouvoirs politiques qui ne sont plus à proprement parler, à mes yeux en tout cas, des pouvoirs démocratiques. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui sont quelquefois des pantins politiques, utilisés par des ingénieurs qui sont des ingénieurs, j'appellerais, des réseaux sociaux, qui savent agiter par des actions ciblées des groupes qui sont des groupes d'extrémistes et qui arrivent à les réunir non pas sur un programme politique, mais sur l'expression d'un mécontentement. Et ce rassemblement des mécontentements donne une élection qui met au pouvoir le polichinelle qui est lui et la façade politique, qui se retrouve au pouvoir sans aucun programme politique. Et c'est tout le problème de l'avenir des démocraties. Alors, il y a quelqu'un qui l'a étudié très bien, assez récemment, il y a 2-3 ans, c'est Da Ampoli, qui a fait l'hommage du Kremlin, qui est un livre qui a fait le tour du monde, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». Il décrit parfaitement cela. Et il décrit comment ces ingénieurs du chaos qui utilisent les réseaux sociaux ont été capables de faire apparaître des hommes politiques qui n'avaient pas de programme, à proprement parler, mais qui ont été élus très largement par ce système. Par exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie,
et qui s'est effondré évidemment arrivé au pouvoir. Le Donald Trump dans sa première élection, le deuxième pourrait prendre le même chemin, et qui, en France, je dirais, est en train de peut-être aussi de se manifester à travers peut-être le RN, et pourquoi pas dans d'autres pays européens. Ceci m'inquiète beaucoup parce que je ne vois pas dans cette affaire un mouvement démocratique politique qui puisse assumer une véritable réflexion politique, géopolitique et ensuite la conduire le cas échéant. Certes, on l'a dit tout à l'heure, il y a des états-majors qui font une réflexion politique, mais comme tu l'as dit, effectivement, ils n'ont pas le pouvoir, et c'est normal. Le pouvoir est politique par nature. Mais si le pouvoir politique lui-même n'a pas fait de réflexion, je dirais, sur ce sujet, honnêtement, on peut être inquiet pour l'avenir. On doit être inquiet. Quel est ton avis? Manifestement, il faut être inquiet. Dans la dernière conversation qu'il y a entre SEMA et la présidente, on retrouve tout le problème du rejet de responsabilité de l'un sur l'autre. Le militaire dit au politique que c'est lui qui décide, ce qui est vrai. In fine, c'est toujours lui. Et le politique, en l'occurrence la politique, dit au chef d'état-major, oui, mais est-ce que vous avez suffisamment défendu vos arguments? Est-ce que vous n'êtes pas vous aussi un peu couché devant les premières difficultés? Donc on voit bien que cette discussion, elle touche au fond de la responsabilité des uns et des autres. Oui, les militaires portent une responsabilité, même si ce n'est pas eux qui ont la décision. Et donc, il faut qu'ils essaient. Alors, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'instituts, on essaie de mélanger les gens. Il y a quand même un effort pour qu'il y ait une réflexion stratégique, que notamment les responsables politiques quittent les problèmes électoraux pour aller vers la réflexion pensée demain. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous aimez bien cette expression-là, mais j'avoue que moi aussi, et j'ai donc la réflexion en avant est insuffisante chez la plupart de nos responsables. Voilà, je vous offre maintenant, si vous avez le temps, une petite coupe de champagne pour ceux qui seraient assoiffés. Merci à tous. Les gens, ça prend 2 ans, 5 ans.
J'en étais sûr. En ce moment, l'ambassade, elle est c'est l'attaché de... Oui, c'est celui-là, mais... Parce que là, j'ai... Parce que lui, il a fait rien. C'est quand moi, j'ai commencé très bien. On va faire une tranche d'un an pendant 10 ans. Donc, on paiera 10 milliards. Bien sûr, oui. Et les Anglais qui sont capables, eux, de dire tel programme d'armement dépasse les moyens de l'armée. C'est pas grave. On va prendre sur les autres armées pendant un an ou deux, et après, cette armée-là sera évidemment moins dotée pour la suite. On pense trop en silo. Mais on pense trop en silo. C'est ça le problème aussi. C'est un autre aspect de la politique industrielle. Mais c'est un aspect important. Cette notion de silo est absurde.